C'est un pays, certes, très développé, mais il ne faut pas oublier, plus de 50% de l'Australie est désertique. C'est-à-dire que le désert n'est pas perdu, il y a toujours des ressources naturelles. Les ressources naturelles, ils ne sont pas en relation avec le désert. Il y a du désert, on peut avoir des ressources naturelles parce que les ressources naturelles, c'est un peu en bas dans les couches. Voilà, parfois, voilà l'action éolienne, voilà, on trouve des vents, voilà, des avalanches qui peuvent se produire. Et parfois, dans la partie où il y a une grande pente, on peut trouver des lobes qui peuvent se former. Bien sûr, les éléments qui sont grossiers, ils restent sur place. Les éléments souvent de poussière, ils vont se déplacer, ils vont se disséminer plus loin. Et la végétation, là où il y a la végétation, on trouve un petit dôme. Pourquoi? C'est la végétation qui a empoché ce petit dôme-là d'être transporté. Je peux l'enlever carrément, mais ces petites végétations, c'est très important. C'est pour cela que toujours les phénomènes d'érosion, de transport et sédimentation sont très importants. C'est pour cela, pour les barrages, je donne un exemple pour les barrages. Pour les barrages, il faut toujours faire l'implantation. Il faut toujours faire le boisement en amont du barrage. Pourquoi on fait l'implantation en amont du barrage? Pourquoi on fait cette implantation? On ne diminue pas l'érosion, mais on limite l'érosion pour éviter le transport des éléments, que ce soit fin, grossier, pour qu'on ne remplisse pas le barrage. Pourquoi? Parce que le barrage, c'est comme un lac. C'est un étendu qui est susceptible d'être rempli. Il doit être rempli d'eau. On a besoin de le remplir d'eau. Le barrage, c'est comme un lac qui est artificiel, qui a besoin de boire et qui n'a pas besoin de manger. Le barrage, il est là, c'est le réservoir qui va diminuer. Pour qu'il soit plus comme dirais-je, c'est-à-dire le taux de remplissage du barrage soit plus important, il faut que la vitesse d'érosion, il faut que la force érosive soit moins importante. C'est-à-dire il faut faire de l'implantation en amont du barrage. Il faut bien sûr installer le barrage dans des zones où la sédimentation n'est pas... C'est cohérente. Il sera déplacé vers l'intérieur du balai et vers une sédimentation qui est très solide. Et bien sûr, il faut éviter l'infiltration, c'est un autre sujet. Voilà, bien sûr, dans la partie haute, toujours la végétation, il arrête. Bien sûr, on a la grande ride là, voilà la pente, la dune qui est faible et la pente qui devient forte. Voilà la zone à abri. Bien sûr, ça, c'est toujours la forme et ça va donner une direction du courant de droite à gauche. Et bien sûr, il y aura édification. Ça, ce sont des dunes hectométriques, voire décamétriques. Et là, ce sont des dunes qui sont symétriques. Et là, on voit la direction. Voilà les dunes, les rides de courant et la direction. Elle est à peu près de droite à gauche. Voilà une autre forme abrasive, comme on voit une forme qui est symétrique, naturelle. Bien sûr, l'action de l'eau, l'action de la glace, ils travaillent, ils sont très durs, ils sont très forts. C'est-à-dire, on n'aura jamais la symétrie. C'est-à-dire, le bon sculpteur, le qui sculpte la nature, c'est le vent. Parce qu'il travaille doucement, mais délicatement. Lorsqu'il fait l'érosion. Si on porte celle-là, c'est très magnifique, cette forme en marmite. Là, on voit la symétrie. D'une part. D'autre part, on voit des couches de différentes couleurs. On a le marron, le jaune, le rouge, le lit de vin, le marron foncé, etc.
Troisième chose, la plus importante, la grandeur. Regardez par rapport à la chaîne de montagnes. Bien sûr, elle est un peu loin, c'est l'illusion de la vision, mais quand même, ça se voit qu'elle est très grande. Et la troisième des choses, c'est que les roches, suite par rapport au phénomène d'abrasion, ils ne réagissent pas de la même façon. J'ai dit selon la nature de la roche. Plus la roche est compétente et dure, plus elle résiste. Regardez là, on a une couche là, une couche tendre, une couche dure. Couche tendre, couche dure. Je peux savoir différencier entre la couche tendre et la couche dure. La couche tendre, elle s'érode facilement. La couche dure, elle résiste plus, tout simplement. Mais le vent, il va toucher les deux. Là, elle est encore plus dure. Regardez là, la limite entre le jaune. Là, ça se voit la différence de compétence entre les différentes roches et la différence de rhéologie. Bien sûr, une autre vision sur des formes de dunes de sable grossière. C'est pour cela qu'on met toujours l'accent sur le phénomène de désertification. Elle est vraiment très grave parce que ces dunes, ils voyagent sur des kilomètres et pendant des temps, etc., etc. Et on ne peut pas arrêter ce que fait la nature. On ne peut pas arrêter le vent. Pour former le Haut Atlas, combien il nous faut de béton? Le Haut Atlas, il est naturel. Il est culminant à des milliers de mètres. Mais c'est une barrière qui est naturelle vis-à-vis de la désertification qui vient du sud vers le nord. Il protège un peu quand même. Mais on ne peut pas fabriquer un Haut Atlas. Il nous faut des centaines de milliards de dollars pour former rien que des grands barrages, etc., etc. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais faire ce qu'a fait la nature. Cet impact-là, cette action, cette figure-là, elle montre un peu la turbulence qui se fait selon la taille des éléments. Alors là, on a des tailles entre 20 et 70 micromètres. Bien sûr, ils vont faire un peu les petites saltations, ils vont se déplacer. Plus la taille elle est inférieure à 20 micromètres, les éléments vont se déplacer le plus loin possible. Bien sûr, ils vont se déposer, mais parfois il y a des grains qu'on ne peut pas voir, qui sont très fines, qui sont nanométriques et micrométriques. Lorsque je dis nanométrique, c'est-à-dire automatiquement, si je fais là je fais, vous voyez, il y a des taches qui est noirâtre, une tache noirâtre. Je mets la craie rouge dans ma main, toute ma main qui devient rouge. On ne voit pas les grains de grès, ils sont nanométriques. Mais on voit la couleur de loin, la couleur rouge. C'est-à-dire que c'est un assemblage d'éléments. Il y a des grains qu'on ne voit pas qui vont être transportés. Alors, des études ont été faites, c'est-à-dire là, du côté, bien sûr, à l'ouest de chez nous, il y a les îles, des îles dans l'Atlantique, de quelques kilomètres, bien sûr qui dépendent intimement d'un phénomène qui est naturel, où la formation des basaltes en orgue dans ces îles, et on a trouvé des éléments de grains de sable marocains dans la zone là où il y a l'île. C'est-à-dire, je ne parle pas du sable du littoral de l'île, du sable de intra-montagne ou bien intracontinental du Maroc. Ils ont trouvé des sables issus de la Tunisie et qui a traversé la Méditerranée. Bien sûr, le petit grain, il va être érodé, il devient de moins importance, il devient de faible diamètre, il va être transporté le plus loin. Plus le vent il tend à le mettre vers la hauteur, plus il va voyager c'est-à-dire, il y a des sables, voilà les différentes études, ils ont dit les sables peuvent traverser au-dessus des océans.
ions. Bien sûr, on peut fabriquer, bien sûr, de la végétation, bien sûr, ou bien des digues pour arrêter l'ensablement. C'est toujours efficace. On peut fabriquer des digues pour arrêter l'ensablement. Regardez, par hasard, voilà, c'est le sable, etc. Mais les éléments grossiers, les grains, ils peuvent rester le plus longtemps possible. C'est-à-dire, si le vent il vient de droite à gauche, pour transporter ces éléments, il faut un vent qui est transversal. S'il n'y a pas de vent transversal, ces éléments vont rester là. Ou bien ils attendent qu'il y aurait de l'eau pour être consolidés. Voilà une autre image qui est magnifique, mais c'est le contraire de l'autre qui avait une forme en marmite qui est symétrique. Là, il a une forme qu'on appelle comme des demoiselles coiffées ou bien des cheminées de fées. C'est-à-dire, c'est la forme, c'est comme un parasol, là, et cette partie, elle est plus érodée que la partie haute. Donc, le vent, bien sûr, on a dit tout à l'heure, il est plus violent à 1 mètre, à 1 mètre et demi. Il est plus efficace, c'est-à-dire il va frapper le maximum ici. Et c'est-à-dire, avec le temps, ça va tendre à diminuer cette partie et ça va chuter, bien sûr, par la suite pour donner un petit morceau de caillou qui est tombé. Il était comme ça auparavant. C'est magnifique à voir ces formes. Ce sont des formes en champignons. Ça existe beaucoup en Turquie, ces cheminées de fées. Voilà les règles. Voilà le vannage. J'ai parlé tout à l'heure du vannage, c'est-à-dire enlever, c'est un tri, c'est une sélection. Le vent, lorsqu'il va arriver, il va trouver des éléments qui sont très fins, ce sont ces sables jaunâtres. Il va trouver des éléments, regardez, qui sont millimétriques, très petits, voire centimétriques. Un élément de 10 cm par exemple. Pour enlever ça, il faut un vent violent. Il faut un brouillard. C'est-à-dire, une fois le vent, il va venir, il va enlever tout d'abord le jaune. Automatiquement, ça ne va rester que la partie dure, les grains. C'est le vannage. Une fois le grain, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça va diminuer le sol. Et ça va limiter la formation de la végétation. On ne peut pas avoir de la végétation ici parce que la zone, elle est caillouteuse. Il y a beaucoup de cailloux. Mais il y a ce phénomène naturel, mais il y a l'érosion artificielle. Regardez les traces de pneus, les 4x4 du tourisme qui passent, voilà, ils érodent d'une façon mécanique et ils enlèvent jusqu'à ce qu'on trouve la partie jaunâtre qui est sableuse. Et il y a toutefois, heureusement, qu'ils ont une barrière là. Lorsque j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure, et la forme que j'ai formée tout à l'heure, si on n'a pas le relief, si le relief est érodé, alors là, il est où la direction du vent? On a la stratification oblique qui vient de gauche vers la droite, avec un léger pendage vers la droite. Là, on n'a pas le relief. Je ne vais pas voir ça. Ce n'est pas ça la pente. Ça a été érodé. Le problème qui se pose, il est où la direction du courant pour un géologue ou bien pour un chercheur, etc. Bien sûr, ils sont très consolidés, ils sont très anciens, des millions d'années. Ils ont eu le temps de se former. Mais pour voir le paléocourant, il faut voir. J'ai deux cas. Soit j'ai une dune qui est comme ça, soit j'ai une dune qui est comme ça.
Pour former cette dune-là, voilà mes couches. Voilà mes couches. Soi-disant, on fait un peu hypothétique. L'Est, l'Ouest. L'Est, l'Ouest. Automatiquement, pour fabriquer celle-là, voilà, j'ai ma stratification oblique. Des alternances entre des grès et des argilites, des grès, des sables, consolidés, etc. Donc, automatiquement, là, c'est simple. Je vois la pente faible, la pente forte. Là, je vois la pente faible et la pente forte. Donc, automatiquement, j'ai une direction de courant là, de l'ouest vers l'est. Et là, j'ai une direction de courant de l'est vers l'ouest. Là, c'est facile. Mais lorsque j'ai dit le relief, elle est érodée, je vais essayer de mettre cette érosion pour avoir la même surface. Par exemple, je fais ça. Je vais éroder. Je vais mettre la surface. Qu'est-ce que je vois? Alors, j'ai éliminé les pentes. Qu'est-ce que je vois? Je vois tout simplement des couches qui ont un pendage vers l'ouest. Je sais qu'il s'agit d'un vent de l'est vers l'ouest. Les couches, ils ont un pendage vers l'ouest. Est-ce que c'est ce cas-là? Là, c'est vers la droite. Là, c'est vers la couche. Donc, ce n'est pas ça. Je vais essayer d'éroder l'autre. Donc, automatiquement, qu'est-ce que j'ai? Des couches qui ont un pendage vers la droite. Ce cas de figure est tout à fait compatible avec ce que j'ai dans la photo. Donc, pour cet exemple-là, j'ai la vitesse du vent de l'ouest vers l'est. Là aussi, j'ai la vitesse donc du vent de l'ouest vers l'est. C'est le palier courant. C'est une méthode qui est très simple pour comprendre. Alors là, ce sont les arches de l'Utah, comme on a vu. J'ai parlé dans la partie précédente qu'il existait plus de 2000 formes de... Voilà, regardez la taille, l'échelle, la grandeur et surtout la beauté des paysages. C'est pour cela que je dis toujours, parfois il faut laisser la nature faire. Cette arche, elle est temporairement en équilibre. Elle est très belle, elle est bien sculptée. C'est la force conjointe entre l'eau et le vent. On ne peut pas fabriquer plus naturel et plus beau. C'est-à-dire, la Terre, en général, elle tend à préserver son équilibre. Tout comme ce qu'on assiste ces derniers temps, du changement à l'échelle planétaire. À cause de la Covid-19, c'est-à-dire toute une stagnation des phénomènes qui sont liés à l'homme, c'est-à-dire les phénomènes anthropiques, c'est-à-dire les phénomènes dévastateurs localisés ou généralisés, et la nature commence à reprendre, soi-disant, de la fraîcheur, d'une part, à reprendre
la mise à disponibilité d'un certain nombre de territoires, et je dis territoire, comme je dis, منطقة, c'est la mise à disponibilité d'un certain nombre de territoires pour certaines espèces aux dépens d'autres. C'est-à-dire, on voit des animaux maintenant qui circulent dans des villes, dans des villages, etc., etc. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas l'ensablement. Le sable qui se déplace. Ce sont des êtres vivants. Qui se déplacent vers des territoires qui n'étaient pas occupés, qui n'étaient pas occupés auparavant. Et ces territoires sont d'ores et déjà occupés par d'autres espèces. On entend des chants d'oiseaux qu'on n'entendait pas. On voit de l'air qui est pur. On ressent plutôt de l'air qui est pur. C'est-à-dire, c'est un changement. Ne serait-il pas un retour permanent, je dis permanent, parce que rien n'est absolu dans la nature, tout est relatif. Ce n'est pas un retour permanent vers une terre qui cherche une partie de son équilibre. C'est une grande question à laquelle je ne peux pas, et qu'une personne ne peut répondre, parce que ça demande du temps et on ne sera pas peut-être en vie pour répondre à cette question. Une autre forme de dune, c'est, je vois seulement cette partie, je vois la partie convexe et la partie convexe. Je vois, tout simplement, c'est une dune en croissant, pour être simple. Je sais que la direction du courant, elle est perpendiculaire par rapport à cet axe. Mais je vois quand même un remplissage là, c'est la zone adrupe. Donc, je me dis, voilà, le vent, il vient de la partie externe vers la partie interne. Donc, probablement, c'est une barkhane. Mais, lorsque j'ai une vision plus une optique plus grandiose de tout le territoire, qu'est-ce que je vois? Cette partie de dune, voilà, il a été dépendante d'un vent qui vient de là, mais il y a un vent qui vient de là et de là. Et il y a ce trait-là, avec deux vents qui ont cette direction, de droite à gauche, de gauche à droite. Mais si je prends ce petit trait, j'ai une direction du nord-est vers le sud-ouest. Toujours hypothétique, nord, sud, est, ouest. Du nord-est vers le sud-ouest. Mais si je vois celle-là, c'est une direction nord-ouest, sud-est. C'est-à-dire là, j'ai toutes les directions et j'ai une forme étoilée qui s'édifie là. C'est-à-dire, parfois, on ne peut pas avoir la direction. Il y a tous les vents qui sont interdépendants. Voici un autre contraste qui nous montre un peu le rôle des barrières naturelles dans la limitation des phénomènes de désertification. Bien sûr, pourquoi ces zones-là, entre les deux? Voilà, les dunes de sable et la zone montagneuse. Généralement, entre les deux, on trouve les zones caillouteuses, les règues, etc. Pourquoi? Parce que d'où viennent d'ailleurs ces cailloux? C'est de l'érosion hydrique, la gélifraction, tout ce qu'on a vu pendant le premier et deuxième chapitre, etc., etc., les éléments, l'érosion mécanique et même l'altération chimique qui tend à diminuer, j'ai dit, les reliefs. C'est-à-dire, ce relief, il est très haut, mais avec le temps, il va être diminué. Et toute la masse sédimentaire, ici érodée, il va être déposée vers la partie qui sont plus basses. Le sable va se mélanger avec les cailloux. Donc, j'ai du sable et du caillou. Et il y a le phénomène de vannage et le déplacement des dunes de sable. Bien sûr, c'est ce que va former des formes de barkhane. Pour diminuer, le vent est partout dans
le monde. Le vent est partout. Lorsqu'on voit là, on voit une zone qui est caillouteuse. Et dans la nature, il y a le vent, c'est dans les milieux désertiques. Et un milieu aride est le plus important. Le milieu où il n'y a pas végétation, c'est un vent qui joue un rôle prépondérant. Et même la nature de la végétation épineuse qui s'adapte à un environnement par rapport à d'autres. Et même le petit oiseau, bien sûr, il a soif tout comme moi, mais il est interdépendant d'une direction du vent, à mon avis, qui vient de l'est vers l'ouest. On la voit. Et parfois, l'astre planétaire, c'est tout un ensemble de phénomènes chimiques, physiques, de la mécanique, météorologique, climatique. C'est tout un environnement où il y a des zones émergées, des terres émergées et des zones immergées. Il y a des océans, il y a des lacs avec de l'eau douce, il y a des océans avec de l'eau salée, il y a tout un environnement, il y a une atmosphère qui, heureusement, à cause de la coronavirus, on voit une diminution notable du dioxyde d'azote, une augmentation de l'oxygène. C'est normal, tout est dépendant. Nos forêts sont en repos des destructions, le repos de la nature. Donc on a des émissions d'oxygène qui l'emportent du gaz carbonique, du dioxyde de carbone. Il y a une terre qui cherche à reprendre son équilibre. Je vous remercie pour votre attention.